Alors bonjour à toutes et à tous. Je vous propose de commencer ce conseil municipal de fin d'année, 19 décembre, de nommer M. Moradi comme secrétaire de ce conseil municipal. Merci, monsieur le maire. Bernard Pierre-Michel. Vincent Alain. Berrier Jean-Roger. Bernard Karine. Levent Bruno. Dutrieux Isabelle. Coyer Damien. Potvin Valérie. Célidonio Onotilio. Asselin Isabelle. Manard Sylviane. Tétini Aldo. Hénin Daniel. Renoncourt Claude. Bafcop Francine. Gondi Elisabeth. Delbov Nicole. Benguenou Amar. Bille Isabelle. Beljouri Ali. Pires Martine. Présente. Thorez Isabelle. Kenouf Nathalie. Messager Patrick. De Gogh Cédric. Gandao Régis. Choquet Christine. Présente. Moradi Cyril présent. Walleran Edith. Malo Peggy. Mayer Lolita. Jamjam Hamid. Dolik Virginie. Bon, tout d'abord, on a l'habitude de présenter quand il y a un responsable qui arrive dans les services. Donc, au niveau du pôle développement social et territorial durable, c'est vrai qu'on essaye de recruter depuis quelque temps ce pôle dont la responsable est Madame Cerdan. Et donc, nous avons réussi à recruter quelqu'un pour le développement durable. Donc, et c'est monsieur Talarzik. Monsieur Talarzik, voilà. On va avancer un petit peu. Je vais même vous prêter mon micro. Vous voyez comme je suis sympa? Eh bien, il y en a un de prévu. Voilà, donc monsieur Talarzik qui vient de la communauté d'agglo de Valenciennes Métropole, qui est donc spécialisé notamment dans le développement durable. Je vais vous laisser le soin de vous faire une petite présentation. Très bien. Donc j'ai travaillé pendant cette année à Valenciennes Métropole sur des sujets comme l'emploi, la formation, la mobilité, la jeunesse et le lien avec le plan climat. Et donc j'ai démarré tout récemment le 1er décembre ici au niveau de la ville d'Anzin avec 3 sujets principaux liés aux déchets. C'est ma première, excusez-moi. Le suivi de l'expérimentation qui se fait sur la verrerie étendue, sur le ramassage des déchets, le développement de l'agriculture urbaine sur le site de la Base d'Or et le développement de la mobilité sur la ville. Voilà les sujets. Voilà. Ce sont les 3 sujets qui ont été priorisés dans tous les sujets qu'il y aura à traiter, mais obligatoirement il faut qu'on priorise, sinon il va y avoir ça se disperser vu la quantité de travail qui va être proposée. Donc c'est les 3 sujets sur lesquels M. Talarzik va donc s'atteler au début en priorisation. On va ensuite intervenir, c'est Satelec, cette fois-ci qui va prendre la parole. On a marché en cours sur l'éclairage public,
Et donc, ils vont nous faire un petit point sur l'avancée de ce marché. Et ce sera aussi l'occasion de revenir, hein, compte tenu de la crise sanitaire. On avait évoqué ça déjà au précédent conseil. On va donc accélérer la mise en place des LED avec à peu près 300 000 € de plus que ce qui était prévu dans le marché. Donc, il va y avoir peut-être un avenant ou une restructuration du marché en cours. Donc, je vais laisser le soin à Satellec de faire les présentations. Suite à la présentation, s'il y a des questions en rapport avec le sujet, bien évidemment, vous pourrez intervenir. Vous avez grimpé chef de groupe ici sur l'agence de Tristan Léger qui gère le contrat de maintenance d'éclairage public sur la commune, dans un depuis quelques années. Donc je vais vous faire une présentation rapide du contrat qu'on a actuellement en cours, vous faire un suivi des travaux qui sont réalisés depuis le début du contrat, donc ça fait maintenant 2 ans, et enfin vous présenter les différentes pistes de réflexion qu'on a avec la commune actuellement. Comme M. Maire vient de rappeler, l'intensification des travaux et l'accélération des travaux qui sont prévus dans notre contrat. Donc actuellement, on a un contrat avec la commune de Ranzin qui nous lie pendant 8 ans, donc un contrat qui a démarré en octobre 2020. Un contrat de performance énergétique qui vise à obtenir 36% d'économie d'énergie sur les consommations initiales du marché. Vous verrez par la suite que les performances vont être dépassées largement. J'ai un petit peu fait la présentation, si vous pouvez les passer. Donc, pour rappel, les contrats de performance énergétique, donc il y a différents types de loyers qui sont pris en compte. Donc, notamment, il y a un poste sur la gestion de l'énergie, un poste sur les maintenances, un poste sur les dépannages qui sont effectués, un poste sur les travaux, un poste sur les simulations de Noël. Donc, tout ça de manière assez vertueuse parce que ce sont des loyers donc, avec un budget prévisionnel pour la commune et très peu dépassant. Donc actuellement, le parc de la commune d'Anzin, on a un parc avec 294 luminaires LED, ce qui représente à peu près 18% de la commune. Et on voit que sur 2147 par an. Donc ça fait à peu près encore 1300. Donc on se rend compte, voilà, un parc avec 14% de lumière LED, 18% qui sont classés vétustes et le reste qui est classé entre bons et moyens. Donc voilà une petite cartographie de l'état actuel du parc de la commune d'Anzin. Vous voyez encore des travaux à réaliser pour avoir un parc 100% LED. Donc depuis le début du contrat, nous avons fait différents travaux. Donc, voilà, on a relisté les différents travaux qui ont été réalisés cette année, avec notamment la mise en place du commandant Fabry de 2 premiers tronçons d'éclairage, avec un abaissement de puissance qui est détaillé sur la droite de l'écran, qui nous permet de réaliser jusqu'à 50% d'économie d'énergie. C'est un éclairage qui est piloté à travers un réseau LoRa, c'est un réseau privé sans fil qui permet d'avoir un ajustement précis et instantané de l'éclairage public. Donc on rappelle, cette année on a fait des zones sur cette rue, sur les années suivantes à réaliser des travaux. Donc les différentes mesures qui ont été mises en place, donc les mesures qui ont été réalisées très rapidement, donc c'est la mise en place de tronçons test sur la première de France, avec la mise en place de la charge en fonction lorsque c'était possible, l'extinction d'un tronçon noir complet et la réduction des illuminations de Noël qui ont été mises en place avec le maintien uniquement de la place, de la nuit et de la façade. Ensuite, comme évoqué au début, nous avons réalisé une accélération du programme de travaux
qui était initialement prévu dans notre projet. Donc, plusieurs efforts ont été faits sur ce dossier. Donc, notamment l'augmentation de l'investissement initialement prévu de 15%, qui est un montant légal, la reconstruction de luminaires LED supplémentaires, la reconstruction de l'ensemble des armoires de pilotage de l'éclairage, la mise en place de la télégestion de points lumineux sur l'ensemble des luminaires récemment reconstruits, la sécurisation des passages piétons, de certains passages piétons là-bas, et le travail d'un écologue sur les travaux du marché, notamment pour évaluer l'impact sur la faune et la flore de l'éclairage qui va être mis en place. Donc, tous ces éléments qui sont encore en cours de validation avec les services techniques de la ville nous permettent d'arriver. Donc, ça va nous permettre d'atteindre 55% d'économie d'énergie, donc avec une évaluation avec le coût actuel du kilowattheure. L'augmentation du montant du marché, donc un investissement supplémentaire pour la commune. Le déploiement des modules de télégestion sur les luminaires restant à reconstruire, donc notamment avec la possibilité d'avoir des certificats d'économie d'énergie, que ce soit pour le remplacement des luminaires LED ou le déploiement des modules de télégestion. Donc voilà. Après notre période de reconstruction qui va se dérouler sur les 2 prochaines années, on atteindra un parc de luminaires LED de 819 LED, donc environ 38% du parc LED et 100% des armoires reconstruites. Voilà, merci de votre attention. Alors, comme c'est monsieur... On va peut-être éteindre le micro. J'entends. Monsieur Verrier, qui est l'élu référent sur ce dossier, il a peut-être quelques points complémentaires à rajouter à la présentation. Je voudrais apporter quelques précisions. Bien entendu, depuis le début de ces contrats de PPP avec les entreprises spécialisées, on a commencé à faire des économies d'énergie depuis longtemps. Hein. Alors, malheureusement, cette crise énergétique qui nous touche tous, on a reconsidéré notre stratégie, puisque il y a 7-8 ans, les LED, c'était pas encore à 100% aussi fiable qu'aujourd'hui et aussi maîtrisé qu'aujourd'hui. Et la technique a bien évolué, maintenant est au point et fonctionne bien. Donc la stratégie qui avait été mise en place de mettre des variateurs ou des choses comme ça il y a quelques années, aujourd'hui dépassée, puisque maintenant nous allons faire du point par point. Si je ne me trompe pas, je serai corrigé par les gens de Satellec, ce qui nous permettra de faire de la variation en pourcentage, c'est-à-dire qu'on pourra baisser l'éclairage à 50%, à 40%, à 20%, voire le fermer complètement. Donc, et ensuite, on va essayer de coordonner sur les grands axes, pour qu'on ait, puisqu'on avait plusieurs postes qui commandaient peut-être 3 secteurs ou 4 secteurs. Vous avez vu en image, en illustration, la rue du commandant Fabry, ben c'est un cas d'école où on va pouvoir synchroniser les 4 secteurs en même temps, les allumer, les abaisser en même temps. Donc, oui, on continue les aides communes énergie, et le choix qu'on vous proposera dans le budget d'augmenter, d'accélérer les tranches qui étaient prévues les années suivantes sur 2 ans plutôt que sur 4 ou sur 5 nous permettra effectivement de faire beaucoup plus d'économies qu'on a fait, et donc on arrive à une économie substantielle sur les consommations d'énergie électrique sur l'ensemble de l'éclairage public assez conséquente. Voilà, monsieur le maire. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Monsieur Jamcham. Merci, monsieur le maire. C'est juste pour une petite information au niveau quand on vous parlait des LED bons, moyennes et vétustes, est-ce que c'est tout LED ou c'est les anciennes lampes? Les LED, tout ce qui est vétuste, moyen, c'est l'éclairage qui est non LED. Quasiment tous les LED sont relativement récents. Il n'y a que certains LED qui sont... Et c'est pour ça qu'on disait que la fiabilité n'était pas extraordinaire à l'époque, puisque sur le marché précédent, on a mis des LED sur la place d'Anzin, et on voit qu'il y a déjà la moitié, notamment ceux qui sont plus bas, pour plus les piétonniers, on en a quasiment la moitié qui sont cuits, et quand on doit remplacer la totalité du système, on va dire. Donc c'est vrai qu'à l'époque, la fiabilité était quand même pas extraordinaire. Donc
Au niveau des LED, c'est 98% des LED qui sont de bonne qualité. Tout ce qui est moyen, vétuste, ce sont des anciens luminaires. Il y a un endroit vraiment typique quand on voit, c'est ici la Cité du Moulin. La partie basse de la Cité du Moulin, c'est un éclairage qui est vraiment très ancien, très obsolète, qu'il va falloir qu'on réhabilite. Donc il y a des secteurs géographiques très spécifiques où on a vraiment du vétuste, mais les vétustes sont des vieux luminaires qui n'ont pas encore été réhabilités sur le marché précédent notamment. Là, c'est sur la partie de gauche, on voit la zone rouge, on voit que c'est au pied du terri. Hein. Donc Cité du Moulin, c'est un gros secteur où effectivement il y a beaucoup de choses à refaire. Enfin, tout est à refaire sur la Cité du Moulin. Il n'y a pas d'autres questions? Non? Merci, donc je vous remercie l'entreprise Satellec. Bon, comme M. Telarzik, vous avez le droit de vous échapper pour finir votre journée, pas obligatoirement la mairie dans un. Je vous laisse le choix de la suite de votre soirée. Merci pour vos interventions. Ensuite, je vais encore faire travailler... Elle est là, elle est là. On doit présenter... Il est marqué bilan social, c'est le rapport social unique de la ville 2021. Donc là, c'est Audrey Pirotte, la responsable des ressources humaines, qui va vous faire une présentation de ce rapport social unique. Madame Pirotte. Bonsoir à tous. Donc, concernant le rapport social unique 2021, c'est une cartographie des données sociales en termes de ressources humaines de la collectivité. Donc il y a 11 thématiques rapportées, donc comme le recrutement, les effectifs, la formation, la prévention, le handicap, entre autres. Donc on va commencer par les effectifs. Donc les effectifs au 31 décembre 2021 pour la collectivité donc, est de 388 agents, donc effectifs plutôt stables. 238 fonctionnaires, 168 contractuels permanents et 82 contractuels non permanents. Donc l'évolution principale, c'est sur les contractuels permanents, puisque les années précédentes, donc les agents vacataires n'étaient pas définis dans cette catégorie. Donc depuis le deuxième semestre 2021, donc une nouvelle définition de la nomenclature des contrats. Donc ces effectifs représentent donc 61% de fonctionnaires, 18% de contractuels sur poste permanent et 21% de contractuels sur poste non permanent. Donc pas de contractuels en CDI, un agent sur emploi fonctionnel dans la collectivité. Sur les emplois non permanents, donc 20% sont des contrats aidés, notamment des parcours emploi compétences. 51% des contractuels non permanents sont recrutés pour des emplois saisonniers ou occasionnels. Au niveau de la répartition par filière et statut donc, des agents, donc trois filières principales, donc la filière technique, la filière animation et la filière administrative. Donc sur des cadres d'emploi, donc d'adjoint technique, adjoint d'animation, adjoint technique. Donc une majorité de femmes au niveau des effectifs, donc 68% de femmes contre donc 32% d'hommes. Donc 4% en catégorie A, 17% en catégorie B et 79% en catégorie C. Au niveau du temps de travail des agents permanents, donc 80% de fonctionnaires à temps complet et 20% à temps non complet. On voit bien donc, la différence au niveau des contractuels. La tendance est inversée, donc 13% à temps complet et 87% à temps non complet. Au niveau des agents à temps plein, donc 84% et 6% d'agents à temps partiel pour les fonctionnaires et au niveau des contractuels que des agents à temps complet, à temps plein. Donc les trois filières concernées donc, par les agents à temps non complet sont la filière culturelle, animation et technique. Et donc plus de femmes à temps partiel que d'hommes. Au niveau de la pyramide des âges, donc les agents de la collectivité ont en moyenne donc 44 ans,
donc contre 47 ans en 2020. Donc il y a une légère baisse. Et une majorité donc, de nos agents se situe entre 30 et 49 ans. Donc, au niveau des équivalents temps plein rémunérés, donc 287,84 agents. Donc, on avait un agent en 2021 donc, détaché dans la collectivité et 2 agents sur des situations particulières de disponibilité ou de congés spéciaux comme les congés parentaux. Donc, au niveau des mouvements, c'est ce que je vous disais sur la première slide. Donc, il y a eu en 2021 60 arrivées d'agents permanents, donc ça correspond à nos contrats, l'arrivée contractuelle de la redéfinition de la nomenclature des contrats. Donc, ensuite, au niveau donc, des causes de départ, donc départ à la retraite pour 35%, mutation 27%, fin de contrat, démission et ensuite congé parental. Et pour les principaux modes d'arrivée, donc les arrivées de contractuels, voie de mutation, remplacement, recrutement direct ou voie de détachement. Au niveau des évolutions professionnelles, donc 3 agents ont bénéficié d'une promotion interne sans examen et un agent lauréat d'un examen professionnel qui a été nommé. Donc 88 agents avancement d'échelon et 24 avancements de grade. Au niveau des sanctions disciplinaires, donc 3 sanctions disciplinaires prononcées en 2021, sanctions du premier groupe, les avertissements pour des hommes. Au niveau donc, du budget et rémunération, donc les charges de personnel représentent 68,9% des dépenses de fonctionnement. Donc, au niveau des rémunérations annuelles brutes pour les emplois permanents, donc 6 635 991 €. Et pour les agents donc, sur emploi non permanent, 944 717 €. Donc ensuite, on voit une rémunération moyenne par équivalent temps plein rémunéré des agents permanents par catégorie. Donc pour les catégories A, 58 000 €, 582 €. Pour les catégories B, en tant que titulaire, 34 986 €. Et pour les catégories C, en tant que titulaire, 25 581 €. Donc la part du régime indemnitaire sur ces rémunérations annuelles brutes pour l'ensemble des agents permanents est de 12,75%. Donc principalement donc, sur les fonctionnaires, 13,48%. Donc le RIFSEB a été mis en place pour les fonctionnaires. Les primes sont maintenues en cas de congé de maladie ordinaire. La collectivité donc, a adhéré au régime général d'assurance chômage pour l'assurance chômage de ses agents contractuels. Et en 2021, donc, 2 allocataires ont bénéficié de l'indemnisation chômage. Ce sont des anciens fonctionnaires, soit qui ont démissionné, soit qui ont bénéficié d'une rupture conventionnelle. Donc en 2021, il a été rémunéré et réalisé 6 904 heures supplémentaires et 2700 heures complémentaires. Donc, au niveau des absences, en moyenne, 45,1 jours d'absence pour tout motif médical en 2021 par fonctionnaire et 2,7 jours d'absence pour tout motif médical par agent contractuel permanent. Donc notre taux d'absentéisme, taux d'absentéisme compressible, donc 6,37%. Donc au niveau de la moyenne nationale selon l'Observatoire fiscal de Sofaxis en 2021, donc pour des communes de strates similaires à la nôtre, donc on était à 6,9%. Le taux d'absentéisme médical, donc le taux national
national était de 9,6% en 2021 et le taux d'absentéisme global était de 10,1% contre 13,15% pour nous. Donc, il y avait eu 5 journées de congés supplémentaires accordées au-delà des congés légaux. 62% donc, des agents permanents ayant été absents ont eu une journée de carence prélevée sur leur rémunération et la collectivité donc, adhère à un contrat d'assurance pour la gestion du risque maladie. Au niveau des accidents de travail, 27 accidents de travail en 2021, ce qui représente 7 accidents pour 100 agents, et en moyenne 67 jours d'absence consécutive par accident de travail. Donc, au niveau du handicap, l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés est de 6%. Donc, pour la collectivité, donc en 2021, on était à 11,22% et en 2021, 11,36%. Donc on a 30 agents, notamment travailleurs handicapés sur emploi permanent. Donc en plus de cette obligation d'emploi, donc il y a eu des dépenses réalisées sur le compte du matériel pour améliorer les conditions de travail des agents reconnus travailleurs handicapés à hauteur de 7 379 €. En termes de prévention des risques professionnels, nous avons 6 assistants de prévention à la collectivité, un conseiller de prévention. Donc 226 jours de formation liés à la prévention, donc tout ce qui est habilitation, CACES, permis liés à l'hygiène, la sécurité. Donc des dépenses pour améliorer aussi la prévention, la sécurité, l'amélioration des conditions de travail pour 22 390 €. Et donc on a un document unique de prévention et d'évaluation des risques professionnels qui a été mis à jour en 2021. En termes de formation, 32,7% des agents permanents ont suivi une formation d'au moins un jour. Donc 58% pour la catégorie A, 42% pour la catégorie B et 40% pour la catégorie C. Ce qui représente 428 jours de formation suivis par les agents sur emploi permanent en 2021. Donc, les dépenses liées à la formation en 2021 représentent 121 563 €. Donc, il y a quasiment la moitié liée à la cotisation obligatoire au CNFPT. 17% pour la formation des apprentis, 3% pour les déplacements et 33% autres organismes de formation. Au niveau de l'action sociale et protection sociale complémentaire, donc la collectivité participe au contrôle de prévoyance. Donc sur les 248 agents fonctionnaires, on a 165 agents bénéficiaires. Donc une participation de 12 € par mois par agent, ce qui représente donc un montant global de participation de 23 196 €. Pas de journée de grève recensée en 2021, 4 réunions de commission administrative paritaire en 2021, une commission consultative paritaire en 2021 et 6 réunions de comité technique territorial en 2021. Merci pour cette présentation qui est assez exhaustive. Y a-t-il des questions complémentaires, Monsieur Jamjam? Merci, Monsieur le maire. Simplement une petite remarque, ces informations-là, est-ce qu'on peut les envoyer par mail Et une deuxième remarque, c'est au niveau des accidents de travail. 27, je trouve ça un peu énorme, donc j'espère que c'est pas grave. Alors, pour le document, bien évidemment, vous pourrez avoir tout ce qui a été présenté. Si vous le voulez en mail, vous les recevrez. Donc, je demande au service de vous les envoyer. Sur les accidents de travail, pour avoir une idée, sur 2020, je crois qu'on était à 23. Alors qu'il y a eu une période de confinement avec donc
obligatoirement à un chiffre qui aurait dû être bien plus bas. Donc on est un peu dans les ratios qu'on est habituellement. Après, il ne faut pas oublier, c'est que les accidents de trajet font partie des accidents de travail. On a quand même un bon pourcentage d'accidents de trajet. En accident grave en 2021, de mémoire, je ne pense pas qu'il y ait eu de gros trucs. 2022, on a eu un accident de travail un peu plus conséquent, mais 2021, c'est pas des trucs énormes. Après, bien entendu, pour celui qui a son accident de travail, bon, ça peut être un problème de perte de charge, même s'il y a des formations qui sont faites pour limiter les accidents là-dessus, et notamment au niveau du marché. C'est pour ça qu'il y a un travail qui va être fait, notamment sur le marché d'Anzin, pour travailler sur l'évolution des quantités de déchets qui sont traités et surtout évoluer vers un écomarché. Donc il va y avoir rapidement des réunions entre nos services, les personnes qui représentent donc les commerçants du marché. Donc tendre sur un écomarché, ça veut donc dire que d'ici quelques mois, voyez-les progressivement, on refusera certains déchets. On ne pourra plus nous laisser tout et n'importe quoi. Donc on va y aller par étapes, parce qu'il ne faut pas non plus passer du tout au rien en quelque temps, mais déjà pour savoir qu'il va y avoir un travail qui est fait dessus, parce qu'on a eu quand même quelques accidents de travail liés à une porte-charge, notamment sur l'évacuation des poubelles qui sont mises à disposition. Donc tout le monde devra jouer le jeu, et en contrepartie, on s'engagera à ce que les tarifs qui sont des tarifs probablement les plus bas du Valenciennois pour nos commerçants qui sont sur le marché 2 fois par semaine, on s'engagerait à ce que les tarifs restent stables, sauf ici, puisque ce sont des décisions, il y a une augmentation uniquement pour ceux qui ont nécessité d'avoir du courant électrique. Vu l'augmentation des tarifs de l'énergie, et par rapport à ce que nos commerçants sédentaires ont comme augmentation, il semble quand même un peu logique que tout le monde participe à un effort sur les fluides que l'on va payer. Donc il y aura une augmentation uniquement pour les véhicules qui nécessitent d'avoir donc du courant pour faire fonctionner leur activité professionnelle. Donc les accidents de travail, bon après, ça peut être... souvent, c'est des choses qui sont peu ou pas évitables, et de toute façon, chaque accident de travail est analysé donc par le responsable qui voit un petit peu prévention et qui fait ou des propositions, et puis parfois, c'est la faute à pas de chance s'il arrive un accident de travail. Mais il y a systématiquement un rapport qui est fait, et s'il y a une problématique particulière qui peut être prise en charge, des mesures sont prises pour éviter que le même accident se reproduise. Voilà en complément d'information sur ce sujet. S'il n'y a rien d'autre, en communication, on a presque fini, le reste va être très rapide. J'avais promis de vous redonner la date pour l'inauguration de la résidence Cécile Gallet, qui est donc résidence SIGH, sur Valmont, rue Gustave Thiétard, donc ça aura lieu donc le 22 décembre à 11h. Les élus sont bien sûr invités, et c'est SIGH qui gère les invitations. Et ensuite, la dernière information, c'est pour annoncer donc que les vœux à la population qui n'ont pas eu lieu depuis 2020 vont reprendre, et on reprend sur les dates classiques, 3e mercredi de janvier. Ce sera donc le mercredi 18 janvier à 19h. à la salle des fêtes. Pour les communications, nous avons terminé. Sur les décisions administratives, est-ce qu'il y a des questions? Non. Sur le procès-verbal du dernier conseil municipal du 28 novembre, y a-t-il des interventions? Non plus. On attaque les délibérations. La première délibération concerne le service commun numérique informatique de Valenciennes Métropole, intégration de la commune de Petite-Forêt. Madame Asselin. Merci, monsieur le maire. Pardon, micro. Dans le
Dans le cadre du rapport d'avancement 2017 relatif à la mise en œuvre et à l'évolution du schéma de mutualisation à l'échelle du territoire communautaire, adopté par délibération du Conseil communautaire du 15 décembre 2017, Valenciennes Métropole a proposé à chacune des 35 communes de son territoire d'intégrer les services communs de l'Observatoire fiscal intercommunal, des affaires juridiques et du numérique et de l'informatique, afin de renforcer la coopération intercommunale pour conforter l'action publique grâce notamment au développement des expertises et à la valorisation des compétences sur l'ensemble de notre territoire. Les communes d'Anzin, de Saint-Saulve et de Valenciennes ont ainsi décidé d'intégrer de manière pérenne le service commun numérique et informatique qui a été créé le 1er janvier 2019. Sur la base des attentes et des besoins formulés par chacune des collectivités, une réflexion et un travail commun ont été engagés afin de co-construire ce service. La mise en commun des compétences et des expertises doit permettre d'atteindre ces objectifs dans un processus d'amélioration continue du service, tout en réalisant des économies d'échelle dans un contexte de maîtrise budgétaire. La ville de Petite-Forêt a souhaité intégrer le service mutualisé à compter du 1er janvier 2023. Il est donc demandé aux collectivités de bien vouloir se prononcer sur l'adhésion de celle-ci, sur la base de la convention d'adhésion jointe en annexe. Sur ces bases, il est proposé au conseil municipal d'approuver l'intégration de la ville de Petite-Forêt au service commun à compter du 1er janvier 2023. Merci. Bon, je pense qu'il n'y a pas de questions. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. La deuxième délibération, c'est une notification de transfert de compétences sur les énergies renouvelables. Participation au capital, donc délibération qui va passer dans toutes les communes de l'agglo, puisque ça a été évoqué en conseil communautaire. Donc délibération qui est proposée pour ce transfert de compétences. C'est Madame Dutrieux qui va faire une présentation raccourcie. Merci, Monsieur le maire. Donc, afin de lutter contre le changement climatique et la pollution de l'air, la communauté d'agglo a fixé des objectifs ambitieux dans sa stratégie territoriale du plan climat-air-énergie territoriale 2020-2026, notamment réduire de 68% les émissions directes de gaz à effet de serre en 2050 par rapport à 2016. Viser la réduction de 55% des émissions de polluants atmosphériques en 2030 par rapport à 2012. L'un des objectifs de ce PCAET est de développer les énergies renouvelables et de récupération sur le territoire afin qu'elles couvrent 18% des consommations du territoire à 2030 et 41% à 2050, contre 5% observés en 2016. Donc, afin d'atteindre ces objectifs, la communauté d'agglo doit exploiter intelligemment et de façon raisonnée tous les potentiels du territoire. Donc, chaleur fatale, géothermie, solaire, éolien, méthanisation, biomasse, etc. Donc, Val Métropole a travaillé a fait émerger différents projets. Donc, conformément à l'article L2224-32 du CGCT, les communes sur leur territoire et leur établissement public de coopération sur les territoires des communes qui en sont membres peuvent aménager, exploiter, faire aménager et faire exploiter dans les conditions prévues par le Code de susciter toute nouvelle installation utilisant les énergies renouvelables, notamment définies par l'article L211-2 du Code de l'énergie. En outre, l'article L2253-1 du CGCT pose que les communes et leurs groupements peuvent, par délibération de leur organe délibérant, participer au capital d'une SA ou d'une SAS dont l'objet social est la production d'énergie renouvelable. Ainsi, la communauté d'agglo de Val Métropole a délibéré en conseil communautaire pour que les communes membres lui transfèrent la compétence supplémentaire, aménagement et exploitation des installations d'énergie renouvelable, participation au capital de sociétés anonymes ou de sociétés par action simplifiée dont l'objet social est la production d'énergie renouvelable. Donc cette compétence permet à l'agglomération d'intervenir et ou investir dans un ou plusieurs projets d'énergie renouvelable, mais n'entraîne en aucun cas l'automaticité ni l'obligation de cette intervention ni l'investissement sur tous les projets énergie renouvelable du territoire.
Donc, sur la présente délibération a donc donné pour objet d'approuver le transfert de la compétence supplémentaire en matière d'aménagement et d'exploitation des installations d'énergie renouvelable au sens des articles L. 2224-32 et suivants du CGCT, participation au capital de SA ou de SAS. Sur ces bases, il est demandé au Conseil municipal de transférer la compétence supplémentaire suivante à Vannes Métropole à compter de la date de validation par arrêté préfectoral du dit transfert en matière d'aménagement et d'exploitation des installations des énergies renouvelables au sens des articles L. 2224-32 et suivants du CGCT. D'approuver le transfert des dites compétences à la communauté d'agglomération Valenciennes Métropole et la modification nécessaire des statuts à cette prise de compétence et d'autoriser Monsieur le maire à effectuer toutes les démarches utiles et nécessaires en vue de l'application de la présente délibération et à signer tout acte ou tout document tendant à rendre effective cette décision. Merci. Y a-t-il des questions? Rien de spécial. Qui vote contre? Abstention. Donc voté à l'unanimité. On attaque les différentes délibérations qui concernent les ressources humaines. Tout d'abord, la modification de la grille des effectifs. Madame Bernard. Oui, bonsoir. Merci, Monsieur le maire. Donc, dans le cadre de notre politique de résorption de l'emploi précaire, nous vous proposons de pérenniser 3 agents qui sont positionnés actuellement sur des postes permanents et de procéder à leur nomination en qualité de stagiaire à compter du 1er janvier 2023. Donc ça concerne notamment les services entretien des locaux et le service restauration. Il y a 2 contrats à 24 heures semaine et un 28 heures semaine. Au niveau du pôle culture événementielle, il s'agit de, suite au départ pour mutation du directeur de conservatoire, de procéder à son remplacement. Donc les missions, ce n'est pas seulement d'assurer la direction pédagogique, artistique ou administrative de l'établissement, mais on veut vraiment un engagement sur tous les projets municipaux, notamment le projet de rénovation de l'équipement, de redéfinir un projet d'établissement, d'animer une réflexion et d'innover dans la pédagogie que nous mettons en place au sein de l'établissement, et aussi de nous accompagner sur la politique culturelle que nous désirons mettre en place sur la ville. Donc l'emploi sera ouvert au recrutement pour la filière culture des catégories A, qui correspond au cadre d'emploi des professeurs d'enseignement artistique pour un poste à temps complet. Donc la régularisation de la grille des effectifs sera effectuée au conseil suivant le recrutement définitif. À la médiathèque, donc un agent de notre médiathèque a bénéficié d'une mobilité interne et maintenant agent d'animation au pôle développement social et territorial durable. Il faut donc procéder à son remplacement, donc, notamment avec une particularité, une appétence pour les animations du secteur petite enfance. Donc l'emploi est ouvert au recrutement pour la filière animation de la catégorie C pour un poste à temps complet. Je propose donc au conseil municipal de procéder à la création des postes nécessaires à ces recrutements. Merci. Y a-t-il des questions? Pas de questions? Si, Monsieur Jamjam. Merci, Monsieur le maire. C'est juste au niveau du conservatoire, parce que le directeur, ça fait un an qu'il... C'est ça, ça fait un an qui est là. Bon, il est arrivé pour la rentrée de l'année dernière, en fait, donc ça fait à peu près 15 mois. Et là, en fait, il est parti sur une communauté d'agglos sur un plus grand conservatoire. Pas d'autres questions? Qui vote contre? Abstention? Voté à l'unanimité. 4e délibération. Délibération classique maintenant, qui porte sur la création d'un emploi permanent lorsque la quotité de travail est inférieure à 50% d'un temps complet. Donc oui, nous vous proposons la création d'un emploi permanent d'un agent d'entretien, donc pour un temps non complet à raison de 17 heures hebdomadaires. L'agent recruté exercera ses missions de nettoyage, d'entretien des surfaces, du mobilier, des vitres, des sols et veillera au respect des règles d'hygiène et de sécurité. Donc cet emploi sera occupé par un agent contractuel qui sera recruté par voie de contrat à durée déterminée pour une durée de 1 an, compte tenu des spécificités du poste. Pas de questions. Qui vote contre? Abstention? Voté à l'unanimité. La 5e,
création d'un emploi permanent lorsque les besoins de service ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté. Donc, en effet, lors du dernier conseil municipal, nous avions déjà proposé le recrutement pour ce poste. Donc là, il faut élargir le domaine de recrutement. Et donc, on propose la création d'un emploi permanent de directeur du pôle aménagement du territoire, habitat et grands projets dans le cadre d'emploi des ingénieurs sur le grade d'ingénieur territorial ou au grade d'ingénieur principal relevant de la catégorie hiérarchique A à temps complet au 1er janvier 2023. Donc, bien sûr, une régularisation de la grille des effectifs sera effectuée au conseil suivant le recrutement définitif. Donc cet emploi sera occupé par un fonctionnaire. Toutefois, en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, il pourra être pourvu par un agent contractuel. En effet, cet agent contractuel serait recruté à durée déterminée pour une durée de 3 ans, compte tenu des spécificités du poste, contrat renouvelable une fois, donc pour un maximum de 6 ans. Donc bien sûr, l'agent devra justifier d'un niveau d'études et d'un diplôme dans sa spécialité et d'une expérience professionnelle similaire. Sa rémunération sera calculée compte tenu de la nature des fonctions à exercer, assimilée à un emploi de catégorie A par référence à la grille indiciaire des grades de recrutement. Donc on propose à Monsieur le maire, au conseil municipal, d'autoriser Monsieur le maire à créer cet emploi permanent et de prévoir une enveloppe de crédit nécessaire au budget. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Vote contre, abstention, voté à l'unanimité. La 6e délibération, c'est création d'emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d'activité. Ça concerne les classes de neige. En effet, la ville d'Anzin organise chaque année des classes de neige au profit des écoles anzinoises. Pour l'année scolaire 2022-2023, il sera organisé 2 séjours. Donc le premier séjour s'étend du 20 au 28 janvier 2023, le deuxième du 3 au 11 mars 2023. Pour encadrer les enfants durant ces séjours et en complément du personnel communal, il est nécessaire de faire appel à du personnel saisonnier, soit 18 emplois non permanents, c'est-à-dire 9 emplois par séjour. Donc la rémunération du personnel saisonnier sera basée sur un grade et un échelon selon les postes occupés. Les agents recrutés pour encadrer et animer les classes de neige travailleront 10 heures par jour selon un calendrier défini avant chaque séjour. Pour les 2 séjours, bien sûr, il conviendra de rajouter un temps de travail pour la préparation des activités et pour les réunions de travail. Merci. Pas de questions non plus. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. Cette fois-ci, c'est l'autorisation de recours au service civique. Oui, donc pour rappel, le service civique s'adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans, jusqu'à 30 ans pour un jeune en situation de handicap, pour une période allant de 6 à 12 mois. En ce qui nous concerne, ce sera 12 mois. Donc les jeunes en service civique accomplissent une mission d'intérêt général, orientée auprès du public principalement sur le terrain et favorisant la cohésion nationale et la mixité sociale. Donc ce dispositif s'inscrit dans la volonté de la collectivité de développer une politique de jeunesse innovante en offrant notamment à tous les jeunes du territoire la possibilité de s'engager dans les projets d'intérêt général, leur permettant de devenir des citoyens acteurs d'un meilleur vivre ensemble. Donc pour le jeune recevra une indemnité, un salaire d'un peu plus de 600 € avec un coût pour la collectivité d'un peu plus de 111 € mensuels. Donc ici, pour nous, il s'agit de missions qui seront effectuées dans le domaine du numérique à raison de 24 heures par semaine. Donc, on demande donc au conseil municipal de poursuivre la mise en place de ce dispositif au sein de la collectivité, d'autoriser Monsieur le maire à demander l'agrément nécessaire auprès de l'agence du service civique, donc agrément qu'on avait déjà obtenu mais qu'il convient de renouveler, d'autoriser le maire à signer les contrats d'engagement du service civique avec les volontaires et les conventions de mise à disposition auprès d'éventuelles personnes morales, et d'autoriser Monsieur le maire à ouvrir les crédits nécessaires pour le versement de la prestation en nature ou d'une indemnité complémentaire, à savoir 111,35 € par mois pour la prise en charge des frais d'alimentation ou de transport. Merci. Y a-t-il des questions? Non plus. Qui vote contre? Abstention.
Voté à l'unanimité. La 8e, c'est l'adhésion au service de prévention du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord. Pôle santé au travail. Toujours Madame Bernard. Donc, chaque collectivité, chaque établissement public local doit disposer d'un service de médecine professionnelle et préventive. Cette obligation peut être satisfaite par l'adhésion à un service créé par le Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord, soit le CDG 59, c'est-à-dire le pôle santé au travail. La ville d'Anzin ne disposant pas d'un service de médecine professionnelle et préventive, il convient d'adhérer au service proposé par le CDG 59 par une convention annexée. Donc, les prestations offertes par ce pôle santé au travail répondent aux obligations relatives à l'hygiène et à la sécurité au travail, ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale. Donc, les services de prévention du CDG sont notamment le suivi de santé individuelle des agents, conseil sur la santé, sécurité. Bon, les services sont multiples. Et il y a aussi des actions spécifiques comme les missions d'inspection, l'aide à la réactualisation du document unique ou les permanences psychologiques, sociales, enfin elles sont multiples. Donc cette convention sera sur une durée de 3 ans et coûtera 85 € par an et par agent, donc pour un budget annuel de 37 000 €. Donc sur ces bases, on demande donc au conseil municipal de prendre les mesures nécessaires pour l'adhésion à cette convention. Y a-t-il des questions? Questions? Qui vote contre? Abstention? Voté à l'unanimité. La 9e délibération, c'est petite modification des bénéficiaires du RIFSEP. Oui, donc pour rappel succinct, le RIFSEP a été mis en place en 2017, puis révisé lors du dernier conseil municipal le 28 novembre 2022, afin d'ajuster les plafonds sur ceux de l'État. Donc le RIFSEP s'inscrit dans la politique des ressources humaines, notamment à travers l'attractivité de la commune en matière de recrutement, donc, ce qui fait donc partie intégrante de nos lignes directrices de gestion. Pour ce faire, nous vous proposons donc de rajouter comme bénéficiaires du RIFSEP de la collectivité les agents contractuels de droit public recrutés sur un emploi permanent, ce qui permettra donc de valoriser le travail des agents contractuels et ainsi favoriser leur recrutement. Nous proposons donc au conseil municipal de rajouter ces bénéficiaires du RIFSEP et de prévoir à cette fin une enveloppe de crédit au budget. Y a-t-il des questions? Non plus. Sur ces délibérations pour essayer d'augmenter l'attractivité, parce que sur certains postes, il y a une bagarre entre collectivités et il y a plus de communes ou de collectivités territoriales qui recrutent que de personnes qui ont des spécificités sur certains postes. Donc c'est pour avoir une possibilité d'avoir des recrutements sur des postes très spécifiques. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. On va passer au commerce avec l'ouverture dominicale des commerces pour l'année 2023. Bon, c'est une délibération qu'on a tous les ans en fin d'année. C'est Madame Potvin qui nous la présente. Monsieur le maire, merci. Donc, dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu le dimanche, celui-ci peut être supprimé les dimanches désignés par décision du maire prise après avis du conseil municipal. Son nombre ne peut excéder 12 par an. La liste est arrêtée avant le 31 décembre pour l'année suivante. Donc, le calendrier complet des dates arrêtées pour 2023 est le suivant. Alors, pour les commerces de détail autres que l'automobile, voici la proposition d'ouverture dominicale, donc les dimanches 15, 22, 29 octobre 2023, les dimanches 5, 12, 19 et 26 novembre 2023, les dimanches 3, 10, 17, 24 et 31 décembre 2023. Et concernant les commerces automobiles, les dimanches proposés correspondant aux actions commerciales des différents constructeurs sont donc les dimanches 15 janvier, 12 mars, 11 juin, 17 septembre, 15 octobre 2023. Donc sur ces bases et après avis favorable de la commission 1, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir autoriser monsieur le maire à donner un avis favorable sur le calendrier complet des dates arrêtées pour 2023. Y a-t-il des questions? Monsieur Jamjam. C'est juste une petite, voir un petit peu une précision. Au niveau des dimanches, est-ce que c'est en concertation avec les commerces ou c'est imposé par la loi, ça?
Pas imposé, c'est pas imposé, en fait, on doit proposer à l'agglo. Après, généralement, quand on regarde par rapport aux autres années où on évoquait ça avec l'Union du commerce ou les commerçants, pour l'automobile, de toute façon, c'est au niveau national. Pour les autres commerces, on a remarqué, généralement, ils proposent d'ouvrir plutôt en fin d'année, puisque en dehors de cette période-là, habituellement, il n'y a pas d'ouverture spécifique le dimanche, en dehors des commerçants qui ont le droit d'ouvrir, donc les métiers de bouche, pas donner de faire de publicité, mais certains peuvent être ouverts le dimanche, et il y a des commerces qui peuvent être ouverts à partir du moment où c'est le propriétaire. Il ne faut pas que ce soit les employés qui ouvrent le commerce, pour certains commerces qui existent, que ce soit sur Anzin ou sur l'Hexagone en tout cas. Donc, les dates sont les dates qui sont généralement proposées maintenant depuis plusieurs années et se regroupent souvent donc, à partir du mois d'octobre. On peut passer au vote. Qui vote contre? Abstention? Voté à l'unanimité. La 11e délibération, c'est une motion contre la fin des contrats PEC, parcours emploi compétences. C'est vrai que quelques communes proposent ce type de mention et on considère que c'est vraiment, en tout cas pour des communes comme les nôtres, c'est vraiment pas une bonne idée que de supprimer les emplois PEC pour les collectivités territoriales. C'est M. Célidonio qui fait présentation de cette motion. Merci Monsieur le maire. En effet, une très mauvaise nouvelle pour l'ensemble des communes qui bénéficiaient de ce type de contrat. Donc pour la ville, donc embaucher, pour toutes les villes, embaucher un parcours emploi compétences PEC, ça a de l'importance et ça a de la pertinence. Donc ça permet à la ville de bénéficier d'une aide financière pour le recrutement. Ça permet aussi, par la mise en œuvre de ces contrats, de travailler sur le triptyque emploi, formation, accompagnement, un emploi permettant de développer les compétences transférables, un accès facilité à la formation et un accompagnement tout au long du parcours, aussi bien par l'employeur que par le service public de l'emploi. Et l'objectif, c'est l'inclusion durable dans l'emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail. Depuis plusieurs années, la commune d'Anzin, via le service emploi, s'est appuyée sur ces dispositifs, donc qui existent depuis longtemps. Il y a eu plusieurs formes. On a eu les TUC, donc travaux d'utilité collective, les CES, contrats emploi solidarité, et d'autres contrats qui étaient destinés aux jeunes de 18 à 25 ans. Et depuis le 1er janvier 2018, donc ils avaient été remplacés par un nouveau type de contrat, donc le PEC, parcours emploi compétences, avec Pôle emploi qui est l'unique décideur de l'éligibilité des demandeurs d'emploi, et non plus les mairies comme c'était le cas auparavant. L'objectif du contrat PEC, donc, c'est de permettre à des personnes qui ne peuvent pas accéder directement à un emploi ou à une formation de développer dans le cadre d'une activité professionnelle des compétences qui sont transférables ou mobilisables dans un autre environnement. C'est un contrat qui permet au salarié de s'adapter tout au long de sa période d'activité aux missions qui sont liées à son poste de travail, et pour l'employeur, il s'agit d'un bon indicateur en vue d'une éventuelle pérennisation du poste. En juillet 2022, l'État a indiqué à plusieurs collectivités sa décision de mettre fin au renouvellement de ces contrats. Donc il s'agit d'un désengagement de l'État sur ces contrats aidés. Donc ça équivaut à une suppression pure et simple des contrats aidés, ce qui nous fait craindre des répercussions de cette mesure sur les services publics. Ça a déjà été le cas depuis la rentrée scolaire, les services techniques, les espaces verts, la restauration scolaire, le numérique, autant d'emplois maintenant qui sont menacés, qui laissent les communes et la nôtre dans une situation difficile, et dans le contexte de la situation de crise énergétique et économique. L'argument qui est avancé par l'État, c'est la décrue du chômage, après 2 années qui ont été marquées par la crise sanitaire, donc sans précédent, je vous le rappelle. Effectivement, depuis 2021, l'économie française a connu un second souffle, avec des besoins en main-d'œuvre qui sont toujours plus importants dans de nombreux secteurs d'activité. Or, les réalités sociales de notre territoire sont différentes de celles d'autres régions et départements de notre pays. C'est un diagnostic qui est également erroné sur la réalité du chômage sur notre territoire. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Si effectivement le chômage a enregistré une baisse
Ce n'a pas été le cas pour les demandeurs d'emploi de très longue durée, donc ceux qui sont concernés par les contrats PEC, par exemple. Donc là, on a eu plus 4% d'augmentation de ce type de demandeurs d'emploi. C'est cette population-là donc, qui bénéficiait le plus de ce dispositif. Et donc, il n'y a pas de prise en considération de la particularité de notre territoire, ce qui aboutit, on peut le regretter, à une paupérisation accrue de la population. Population qui est déjà dans une situation de fragilité. Et les communes, donc on peut le noter également, ne pourront plus remplir leur rôle de tremplin social vers l'emploi. Sur ces bases, donc, il vous est demandé d'autoriser Monsieur le maire à interpeller Madame la Première ministre sur cette situation, afin que l'État reconsidère sa position au vu de la situation particulière de notre territoire et de celle de certains de nos demandeurs d'emploi. Merci. Merci. Y a-t-il des interventions? Qui vote contre? Abstention? Voté à l'unanimité. Donc effectivement, il y a des personnes qui sont des contrats aidés, qui sont tellement éloignées de l'emploi, on ne peut pas arriver à leur trouver un employeur. Et donc ça veut dire que ces personnes-là vont risquer sur le bord du chemin pendant un certain nombre d'années. Et puis certains qui sont rentrés par ces contrats aidés, de par leur travail, ont pu être embauchés soit au sein de la collectivité, soit au sein d'autres organismes, de par des formations, une amélioration en tout cas de leurs connaissances sur certains domaines. Donc il y a une double sanction, une sanction tout d'abord, je crois, pour notre population, qui est en difficulté et qu'on va avoir du mal donc, à aider, et puis une double difficulté aussi au niveau de la commune, puisque ces emplois qui étaient pris par ces personnes, notamment, je pense, sur les espaces publics. C'est vrai que le contexte économique fait que si on n'a aucune aide possible, on ne va pas pouvoir recruter. Si on avait 4 PEC aux espaces verts, je ne vais pas pouvoir recruter 4 personnes en paiement complet et obligatoirement. Ça rediminue nos capacités pour les services. La 12e délibération, c'est le pass associatif, délibération classique maintenant depuis plusieurs années. C'est les subventions complémentaires pour l'exercice 2022-2023. Monsieur Vincent. Merci Monsieur le maire. Donc comme le dit Monsieur le maire, c'est une délibération classique qui revient depuis 2015 maintenant. Donc comme annoncé lors du budget primitif, la ville d'Anzin s'est engagée à soutenir financièrement tous les Anzinois qui ont effectué une première inscription au sein des associations de la commune. Cette action permet sans aucune restriction d'âge de pouvoir faire bénéficier à chaque nouvel adhérent d'une aide selon 2 cas de figure. Donc pour une adhésion au club ou association affiliée à une fédération, l'aide apportée correspond à 50% du coût de la licence. Et pour une adhésion au club ou association non affiliée à une fédération, l'aide apportée correspond à 50% du montant d'une valeur de 50 €, c'est-à-dire 25 € forfaitaire. Et bien sûr, les 2 critères, être anzinois, et l'aide est valable qu'une seule fois. Donc vous avez le tableau des associations qui ont demandé le pass pour leurs adhérents, juste derrière. Ce qui fait aujourd'hui, juste pour un petit rappel, on est pratiquement aujourd'hui, depuis 2015, à 1500 personnes qui ont été aidées sur la commune. Donc c'est déjà pas mal. Pour une somme qui est à peu près de 20 000 € quand même. Donc sur ces balles, ils avaient demandé de donner à Monsieur le maire le fait de verser les subventions aux associations. Donc sur ces délibérations, nous avons 14 associations et 107 personnes qui seront donc aidées financièrement. Et ça vient en complément aussi des personnes qui ont des mutuelles, je le rappelle, notamment sur les associations sportives. Il y a beaucoup de mutuelles qui aujourd'hui participent financièrement au coût d'inscription donc à ces associations, ce qui fait que pour ceux qui ont une première inscription sur des clubs sportifs, ils ont parfois un reste à charge qui est nul, quoi. Il n'y a pas de questions. Qui vote contre? Abstention? Voté à l'unanimité. La 13e délibération. Je passe la parole à Monsieur Berrier. C'est la valorisation du patrimoine, vente d'un bien immobilier du domaine privé de la commune. Merci, Monsieur le maire. Une brève délibération. Mes chers collègues, on vous demande d'autoriser la vente d'un immeuble au 7 rue Malissard, un immeuble qui a été estimé à 37 000 € et que l'on vend à 37 000 €. Donc le dossier a pris un peu de temps avec quelques tracasseries administratives. Donc vous voulez bien aussi autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents afférents à cette vente.
Voilà, rappelez aussi que c'est le bout du processus de l'état d'abandon manifeste, parce qu'on fait l'état d'abandon et une fois qu'on a récupéré le bien, le principe c'est de le mettre en vente, si possible sur la valeur la plus proche de l'estimation des domaines. Pas de questions? Qui vote contre? Abstention? Voté à l'unanimité. La 14e délibération, alors là, on va attaquer la sécurité puis les finances, et M. Coyer qui va prendre la parole. C'est la convention financière concernant le poste de chef de service de la police pluricommunale. Même chose, hein, c'est une délibération qui revient de façon récurrente. Monsieur Coyer. Merci, Monsieur le maire. Donc, je rappelle que la police pluricommunale a été mise en place en janvier 2021. Elle est le fruit d'une réflexion collective, à savoir que la police pluricommunale a pour objectif d'optimiser la présence des agents de la police municipale sur l'ensemble des 3 communes. Et donc, après 11 ans, et en accord avec les 2 autres communes, c'est la commune de Rem qui va prendre le poste de chef de police pluricommunale à compter du 1er janvier 2023. Vous avez la convention qui est annexée à la présente délibération. Le budget prévisionnel est de 65 000 €. La quote-part de la ville est de 37,5%, soit 24 375 € exactement. Elle est valable pour 1 an, la convention. Elle est renouvelable tacitement 2 fois et elle peut être dénoncée par l'une des 3 communes uniquement pour un motif d'intérêt général, 3 mois avant la date anniversaire de la convention. Et donc, sur ces bases, il est proposé au conseil municipal de bien vouloir autoriser monsieur le maire à signer la convention financière concernant le poste de chef de service pluricommunal pour l'exercice 2023. Merci. Y a-t-il des questions? Non plus. Qui vote contre? Abstention? Voté à l'unanimité. Subvention CCAS, modification, monsieur Coyer. Merci, monsieur le maire. Donc, c'est un jeu d'écriture. Donc, je rappelle qu'il y avait une subvention qui avait été allouée au CCAS de 760 000 €, comme tous les ans. Sauf que lors du conseil d'administration, le CCAS, en sa séance du 22 mars 2022, ils ont voté le budget avec une subvention ville de 610 000 €. Donc, dès lors, il y a lieu de modifier le montant de la subvention en le diminuant de 150 000 €. Et donc, sur ces bases, il est proposé au conseil municipal de modifier le montant de la subvention attribuée au CCAS et de le fixer à 610 000 €. Rappelez également que le CCAS faisait des excédents réguliers depuis plusieurs années, ce qui fait qu'à force d'accumuler les excédents, la subvention n'était plus en lien avec les besoins sur cette année spécifique, mais comme déjà évoqué, 2023, en fonction de l'évolution de la crise sanitaire, si nécessaire, les budgets seront abondés autant que nécessaire. Y a-t-il des questions? Monsieur Jamjam. Merci, monsieur le maire. En fait, pour nous, le moment n'est pas judicieux en fait, pour abaisser cette subvention. Je pense que les temps assez difficiles, que nos concitoyens vont traverser une période assez difficile. Je pense que pour nous, il faudra peut-être même l'augmenter. Je pense qu'à l'avenir, vous allez avoir des dossiers qui vont s'accumuler. Nous, notre crainte, c'est que d'ici peut-être au prochain conseil, on va dire on va l'augmenter. Alors, je reprends l'histoire. Je pense que vous n'avez pas tout compris. Là, c'est pour 2022. Donc 2022, il faut qu'on se remette d'écart par rapport à ce qui a été voté au conseil d'administration du CCAS. Et aujourd'hui, il n'y a aucun dossier, je vous rassure, aucun dossier en attente au niveau du CCAS. Aucun. Il y a un cadre, toutes les personnes qui ont le droit à l'aide du CCAS ont l'aide du CCAS. Et toutes les personnes qui doivent être reçues, soit c'est la ville qui les aide, soit ça peut être des aides du département dans le cas du FSL ou d'autres structures qui accompagnent les personnes qui sont en difficulté. Et comme je le viens de le dire, pour 2023, en fonction de la subvention qui sera votée, comme c'est dans le cas des autres collectivités d'ailleurs, si la subvention doit être abondée parce qu'il y a un nombre de dossiers qui est plus important et qu'on s'en rend compte qu'au mois d'août, on va avoir des difficultés pour terminer l'année, la somme nécessaire pour abonder les aides du CCAS sera abondée. Donc il n'y aura aucune problématique pour aider nos personnes en difficulté. Il y aura sûrement aussi, ça n'a pas été calculé, mais des subventions à aller chercher sur des nouvelles aides départementales possibles sur des actions qui sont réalisées par le CCAS. Donc il y aura quelques milliers d'euros qui n'étaient pas budgétisés. De toute façon, le CCAS est en train de travailler son budget. Donc le ROB n'a pas encore été présenté au CCAS, il va l'être vers le mois de février, je présume. Le vote sera réalisé du budget du CCAS en février-mars.
Et en fonction de tous ces éléments-là, on reverra effectivement s'il y a lieu, comme on l'a fait cette fois-ci, s'il y a lieu de réaugmenter ou de rediminuer la subvention du CCAS en fonction des demandes, des besoins de notre population et des aides que l'on peut également avoir dans le cadre du suivi des personnes qui sont RSA par le département. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des subventions possibles de quelques milliers d'euros dans le cadre d'activités qu'on a déjà mis en place mais qui n'étaient pas subventionnées, notamment des actions intergénérationnelles, des actions sur le numérique, des actions de gym douce ou d'activités sportives pour les personnes âgées que l'on mène déjà, des actions d'animation culturelle. Donc il y a des subventions qui vont être rajoutées au budget, mais si c'est nécessaire, pour la troisième fois je le répète, la subvention sera bien évidemment augmentée. Et rappeler que depuis maintenant quelques années quand même, on réévalue tous les ans quasiment les aides en fonction de l'inflation. Donc il est bien évident que là ici, 2022, il y a une inflation telle que le CCAS, j'ai demandé qu'il retravaille sur ce sujet-là, il va y avoir une augmentation des sommes qui font qu'on a à voir, notamment pour les aides alimentaires. Tout va être revu, tous les montants vont être revus pour que les personnes qui ne rentraient pas éventuellement dans la case pourraient rentrer. Donc on va également élargir les possibilités sur une augmentation des montants qui sont aujourd'hui retenus pour une personne isolée, une personne avec un enfant, une personne avec 2 enfants, enfin tous les critères qui sont dans le cadre des aides du CCAS. Monsieur Jamjam. Donc on comprend très bien vos remarques. Simplement, nous, la crise qui est en train de traverser, c'est que il ne faut pas que ça devienne récurrent en fait. C'est que là, il y a des personnes qui seront dans le besoin. Donc si on diminue cette fois-ci, on va encore diminuer l'année prochaine, et vous avez un budget qui doit être de plus en plus serré. Je ne suis pas sûr que vous avez tout compris, puisque vous revenez sur la même question et on vient de vous dire l'inverse de ce que vous croyez. À l'instant T, il n'y a aucun dossier en attente. Pour l'année prochaine, en fonction du budget. De toute façon, même le montant que l'on va mettre, si on n'a pas suffisamment, on mettra ce qu'il faut en plus. Donc il ne va pas y avoir moins d'aide de la population. Et l'aide, elle se fait avec les critères que l'on a. Elle se fait aussi avec les partenaires que l'on a sur le territoire. Je pense notamment avec les Restos du Cœur, qui sont une aide complémentaire, avec l'espace de vie sociale, avec l'épicerie solidaire. Mais les personnes qui ont le droit aux aides auront le droit aux aides, et on va même augmenter, parce que là je vais dire des sommes qui ne sont pas les bonnes, mais si on passe sur une base de 100 € de référence pour avoir une aide alimentaire, on va passer sur le fait que maintenant, il faudra avoir une somme moins importante pour pouvoir bénéficier d'aide par rapport à l'inflation. Donc c'est-à-dire qu'on va élargir le panel de la population qui pourra être aidée justement en lien avec la crise sanitaire que l'on est en train de connaître. Donc certes, il y a une 6,5% d'inflation. 2023, on ne sait pas combien on va avoir, mais avec la crise énergétique qu'il va y avoir, on sait qu'il y a des personnes qui vont être en difficulté, notamment sur le trou dans la raquette qu'il y a pour les logements sociaux, avec des chauffages collectifs, où on nous annonce qu'il va y avoir des aides et que ça va être pris en compte, sauf que pour l'instant, ce n'est pas totalement pris en compte. Donc les services sont bien évidemment à l'affût de toute problématique. Et le souci surtout, c'est de communiquer le bouche à oreille, parce qu'il y a des personnes qui sont en difficulté. Je pense notamment à des personnes âgées, souvent c'est elles qui n'osent pas venir demander de l'aide, c'est pas dans leur mentalité, et c'est surtout de communiquer pour leur dire que s'ils ont le moindre problème, il faut absolument venir rapidement le signaler et ne pas attendre d'avoir des retards de paiement de loyer ou de facture EDF, de gaz ou d'eau, pour arriver à anticiper et trouver les aides possibles, que ce soit par notre biais, par le biais du département avec le biais des FSL, autres structures qui peuvent l'accompagner ou proposer des plaigements échelonnés, et pas arriver sur une situation où on se retrouve vraiment en grosse difficulté secondairement. Donc s'il faut augmenter la subvention, je le répète, elle sera augmentée. Donc il y aura personne qui sera mis en difficulté sur les aides sociales de la ville. Et on pourrait même créer de nouvelles aides possibles en fonction des situations. Dernier point de précision par l'adjoint qui gère le CCS quasiment quotidiennement, Monsieur Levent. Merci Monsieur le maire. Juste pour vous repréciser
que vous avez un membre élu au sein du conseil d'administration du CCAS. Tous ces débats, en fait, on les fait au sein du CA. Le budget, il est voté, il est expliqué, il est décortiqué avec les techniciens. Je vous invite à y participer et ça vous évitera de poser des questions, je dirais, ici en conseil municipal, alors qu'on n'est pas au CA du CCAS. On vous a fait parvenir le budget il n'y a pas très longtemps, alors vous l'aviez déjà reçu. On est à votre disposition. Personnellement, je le suis, ainsi que les techniciens du service, pour vous décortiquer tout ça, vous expliquer, surtout vous rassurer. On ne laissera personne sur le bord du chemin, comme l'a dit monsieur le maire. Alors, on va passer au vote. Qui vote contre? Abstention. Donc, 4 abstentions. Merci. Je pense que les gens qui ont besoin du CCAS vont être contents de savoir que vous ne vous abstenez sur une décision de 2022. C'est-à-dire qu'on est le 19 décembre 2022, en fin d'exercice, il reste 12 jours. Obligatoirement, on sait qu'il va y avoir de l'excédent, puisque ça ne sert à rien d'avoir un excédent complémentaire. J'ai du mal à saisir vos réflexions. Puisque pour l'année prochaine, le budget sera revoté et rediscuté différemment au niveau du CCS. 16e délibération, contrat de préagence France Locale, garantie annuelle 2023. Monsieur Coyer. Merci, monsieur le maire. Donc, je rappelle que la ville d'Anzin a délibéré a adhéré au groupement Agence France Locale le 21 décembre 2015. Et donc là, c'est le renouvellement de cette adhésion avec les modalités habituelles. Même chose, hein, c'est une délibération que l'on passe de façon très récurrente, compte tenu qu'on fait partie de l'Agence France Locale. Y a-t-il des questions? Non. Qui vote contre? Abstention? Voté à l'unanimité. La 17e délibération, fixation des taux d'imposition pour 2023. Monsieur Coyer. Je mets la bonne page. Il est pris par l'émotion parce qu'il va annoncer qu'on n'augmente pas encore les impôts et ça fait depuis 2009, je le rappelle, que les taux sont identiques. Par contre, les bases augmentent comme c'est le cas tous les ans. Taxe sur le foncier bâti 45,98%, taxe sur le foncier non bâti 102,10%. Il est donc demandé au conseil municipal de voter ces taux. Y a-t-il des questions? Non. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. La 18e délibération, c'est la décision modificative numéro 1 pour le budget ville 2022. Les montants ne sont pas très élevés. 86 533, j'arrondis en investissement, et 63 827 en fonctionnement. Monsieur Coyer. Merci, monsieur le maire. Donc d'abord en fonctionnement, donc effectivement, 63 827. Alors ça concerne donc des dépenses supplémentaires au niveau du chapitre 65. On a 37 500 de plus. C'est le complément pour les cités éducatives qu'on doit reverser à Valenciennes Métropole. Principalement, voilà. Pour les recettes, pour équilibrer donc ces dépenses, on a aussi donc atténuation de charges, 100 000 euros de plus de prévu que ce qu'on avait initialement programmé. Donc 200 000 contre 100 000. On a aussi donc au niveau dotation et participation, donc il y a 66 173 de moins. C'est le chapitre 74. Là, donc, c'est selon une clé de répartition, on aura un peu moins du département, on aura 21 000 euros de moins de subventions. Et au niveau de dotation de politique de la ville, il y a 45 000 euros de moins de subventions à percevoir compte tenu de l'évolution des travaux en investissement à ce jour. Et en produits exceptionnels, on a programmé 30 000 contre 8 500 habituellement, ce qui nous fait donc le montant indiqué, 63 827 en fonctionnement. En investissement, donc 85 533, et donc là, on a 135 000 de plus au niveau du chapitre 21. Alors, il y a 60 000 euros pour la rénovation de murs au niveau de certains bâtiments de la ville. Il y a 30 000 euros de plus pour les LED de la salle Léo Lagrange pour faire des économies. Et il y a également donc 45 000 euros d'appel à projet ville qui a été déclaré lauréate au niveau de l'inclusion numérique. Voilà. Et donc, pour compenser ces dépenses d'investissement, il faut des recettes. Et donc, il y a des subventions. Donc, par rapport à l'appel à projet que je viens de vous indiquer, on va avoir 34 000 sur les 45 000 de dépenses. Sinon, donc, il y a un décalage au niveau des autres subventions d'emprunt, de travaux, pardon, ce qui nous fait donc à rajouter au produit des sessions d'immobilisation. Donc, on a 120 000 euros de plus de prévu.
Ça concerne des ventes d'immeubles. Alors, ça concerne un immeuble rue Gambetta, un autre rue du Joubert, les terrains de la Courbauderie et la vente de terrain à Bitanor au niveau du Bas-Carpeau, pour un montant total de 120 000 € en recettes. Voilà pour équilibrer la section d'investissement. Et donc, au total, pour l'année 2022, les recettes d'investissement cumulées s'élèvent à 14 590 000 et l'autofinancement qui serait dégagé par la section de fonctionnement pour se rajouter aux dépenses d'investissement est de 2 610 906 €. Notez bien ce chiffre parce que tout à l'heure, je vais vous évoquer le BP 2023. Vous allez voir qu'on est bien en dessous, hélas, de ce montant-là. Merci. Sur cette DM, y a-t-il des interventions? Qui vote contre? Abstention? Voté à l'unanimité. La 19e délibération, le gros sujet du Conseil, c'est le budget primitif 2023 qui est dans l'épure du rapport d'orientation budgétaire que l'on a fait il y a 3 semaines environ. Monsieur Coyer. Merci. En préambule, vous avez tous un document complémentaire, c'est les ratios qu'on se doit de fournir. Donc on a actualisé, vous l'avez également reçu par mail cet après-midi. Donc les ratios, c'est pour le BP 2023 au niveau de la ville d'Anzin. Par contre, les moyennes nationales de la strate, c'est les ratios 2021. Donc on peut voir qu'au niveau, par exemple, le ratio 1, dépenses réelles de fonctionnement sur population, le ratio serait de 1384 contre 1074 pour la strate. Autre poste important qui a bien baissé, et c'est tant mieux, le 7, c'est les dépenses de personnel sur les dépenses réelles de fonctionnement. On est arrivé à 61,10 contre 60,80 au niveau de la strate. Donc là, on est quasiment conforme à ce qui est demandé. Voilà. Sinon, on encourt de dette sur population, 533 €. C'est 36% de moins que la strate qui était à 848 €. Après ces quelques chiffres, voyons un petit peu plus dans le détail. Donc le budget primitif à travers une présentation synthétique. Donc le projet du budget primitif 2023 s'élève à 27 191 125 € et 21 centimes, toutes sections confondues, contre 27 508 566 € en 2022. C'est 317 000 € de moins, soit moins 1,15. La section de fonctionnement s'élève à 19 794 499 000 € contre 19 831 929 en 2022. La section d'investissement, quant à elle, s'élève à 7 396 626 € contre 7 676 637 € en 2022. Alors, au niveau d'abord de la section de fonctionnement, les dépenses. Total des dépenses budgétisées pour 2023, 18 613 985 €. C'est un écart de 1 370 911 € de plus, soit presque 8% d'augmentation. Le chapitre 11, les charges à caractère général, on budgétise 6 653 981 contre 5 600 000 au ROB, monsieur Jamjam. C'est ça les 50 000 d'écart qu'on m'avait posé tout à l'heure. Donc ça fait quand même un écart supplémentaire de 1 262 357 €. Les charges de personnel progresseraient pour s'élever à 11 380 000 €. C'est 180 000 de plus seulement qu'en 2022. Atténuation de produits identique, 30 000 €. Les autres charges de gestion courante, 1 379 113 €. C'est 83 000 € de moins. Les charges financières, donc c'est les intérêts des différents emprunts contractés par la ville. On serait sur 150 890 €. C'est 22 000 € de plus parce que ce sont des taux indexés principalement. Et les charges exceptionnelles, on table sur 20 000, soit 10 800 € de moins que prévu au BP 2022. Alors les propositions budgétaires sont donc conformes au ROB, sauf donc que l'exercice 2023 est marqué par une explosion des charges de fluides, électricité et gaz, et des denrées alimentaires. Ces 3 postes de dépenses affichent une hausse de plus d'1,2 million, soit près de 90% des augmentations de la section de fonctionnement. Après les dépenses de fonctionnement, voyons un peu les recettes pour équilibrer. Donc on table sur 19 794 499 € de recettes. C'est seulement 62 570 € de plus. Atténuation de charges, donc 180 000 contre 100 000. Produits des services et du domaine, c'est équivalent, 300 583 €.
Les impôts et taxes en augmentation à cause des bases, comme indiqué pendant le ROB, par rapport à l'inflation. Donc là, on table sur 8 217 800 euros, c'est 353 000 euros de plus que 2022. Dotation et participation, on table sur 10 934 509 euros, c'est 308 000 de moins qu'au BP 2022. Autres produits de gestion courante, on table sur 161 607 euros, 54 000 de moins qu'en 2022. Et produits exceptionnels, 0 pour 2023 en recettes. Et donc, tout ça additionné et soustrait, on arrive donc à un autofinancement brut qui correspond donc aux recettes réelles de fonctionnement que je viens de vous mentionner, moins les dépenses réelles, et on arrive donc à un autofinancement de 1 180 514, contre 2 488 555 au BP 2022. Et tout à l'heure, je vous ai indiqué qu'au réel, on était à 2 610 000. Donc c'est 52% de moins que 2022. Voyons maintenant donc l'investissement, les dépenses. On compte les s'élever à 7 96 626 euros. C'est 330 000 euros seulement de moins que 2022. Dotation et fonds divers, 25 000. Emprunts et dettes assimilées, 740 000. C'est le remboursement capital. Immobilisation incorporelle, 81 500. En baisse de 50%. Subvention d'équipement versée, 253 786, en baisse de presque 50% également. Immobilisation corporelle, 1 476 340 euros, en diminution de 400 000 par rapport au BP 2022. Immobilisation en cours, 520 000, là c'est 310 000 de plus. Réhabilitation donc de l'école maternelle Tavernier, il n'y en a plus pour 2023. Par contre, école J.R. Voltaire, il y a encore un reliquat de 4 millions. Donc c'est 2,4 millions de plus que ce qu'on avait budgétisé en 2022. Voilà pour les dépenses d'investissement prévues. Vous avez ensuite un camembert qui vous retrace un peu les montants. Donc vous voyez que l'école J.R. Voltaire, donc 4 110 000. C'est quand même un chiffre important et c'est pour soutenir également l'activité locale, notamment au niveau du bâtiment, parce qu'en ce moment, effectivement, avec la crise et l'augmentation des matériaux, les entreprises, c'est très compliqué. Donc c'est quand même un budget conséquent qui sera alloué à ce secteur d'activité. Vous avez aussi les vestiaires du stade Gilliard pour 520 000 euros, le renouvellement de l'éclairage public pour 450 000, on va changer pour mettre des LED, pour économiser, le renouvellement du mobilier urbain pour 75 000 avec le nouveau logo de la ville, vidéoprotection, c'est un renouvellement annuel, 150 000 de prévu, consignation, donc c'est ce qu'on doit verser pour des maisons pour lesquelles on doit les réhabiliter et les remettre sur le marché, 110 000 euros, on verra un petit peu après, vous avez des exemples, et des véhicules remplacement pour 44 000 euros. Vous aurez des photos par la suite. Après les dépenses en investissement, voyons les recettes pour équilibrer. Donc budget 2023, il est prévu en recettes 5 916 111 euros. C'est presque 1 million de plus que 2022. Des produits de cession pour 130 000 euros. Dotation et fonds et réserves diverses pour 1 50 000, c'est 246 000 de plus qu'en 2022. Subvention d'investissement à recevoir, là on table sur 915 344, c'est 114 000 de moins. Et emprunt et dette assimilée, pour équilibrer le tout, on table sur un emprunt en 2023 de 3 820 767 euros contre 2 983 730 euros en 2022. Après l'emprunt, donc ceci nous amène à l'endettement de la ville. Donc au 1er janvier 2023, nous aurons un encours de la dette en capital de 7 161 723 euros contre 7 880 661 euros au BP 2022. Alors effectivement, la capacité des endettements augmente parce qu'on passe d'un peu moins de 3 années à 10 années maintenant pour apurer cet encours. Et donc après, vous avez un petit peu différents exemples d'investissement. L'école du centre, donc les 4 100 000, les travaux avancent. Les vestiaires du stade Gilliard, 520 000 euros de programmés. Le renouvellement de l'éclairage public. Les ampoules LED donc, sont aujourd'hui des ampoules recommandées car elles consomment très peu d'électricité pour un excellent rendement lumineux. Donc 450 000 de budget sont prévus pour leur remplacement. Le développement toujours de la vidéoprotection, c'était prévu 1 million sur la mandature, donc 150 000 par an.
les consignations à la Caisse des dépôts. Voilà, donc pour lutter contre les vacances et l'abandon manifeste des immeubles, on se doit de déposer en consignation donc 110 000 € pour les 3 maisons que vous avez là, qui se situent sur la ville d'Anzin. Le renouvellement du mobilier urbain avec le nouveau logo, 75 000 €. Et le renouvellement du parc de véhicules, 3 véhicules, 2 amis Citroën, je crois, et un camion plateau que vous voyez là. J'en ai fini, monsieur le maire. Donc, sur ces bases, il demande au conseil municipal de bien vouloir approuver le projet du BP 2023. Merci, monsieur Couillet. Y a-t-il des interventions? Monsieur Jamjam. Lors du dernier conseil municipal, le groupe d'opposition vous a apporté son soutien en raison de cette période difficile. Toutefois, nous vous rappelons que la crise énergétique n'est pas le seul facteur de cette situation. Certains choix de la majorité auraient pu être anticipés différemment et nous avons déjà que les subventions ne cesseront de diminuer. Nous savons que cette année, là, nous avons 300 000 € en moins. Il faut voir en 2024, 2025, comment ça va être. Merci. L'avantage, c'est qu'on n'a jamais de surprise avec vous, parce que c'est toujours la même chose que vous nous répétez. Vous prévoyez une diminution des subventions, oui. Mais on vous l'a déjà dit, aujourd'hui, la baisse des subventions par rapport au ratio que l'on touche, elle est infinitésimale. Le problème, il est uniquement l'autofinancement. On perd 1,3 million parce qu'il y a 1,2 million lié à la crise énergétique. Donc ça veut dire que sinon, on serait au même taux d'autofinancement. Donc la DSU va augmenter, c'est la dotation globale de fonctionnement qui va peut-être pas augmenter autant que l'inflation, mais le delta, il est minime. Donc aujourd'hui, le fait d'annoncer que l'État va baisser nos subventions, c'est toujours un leurre. Alors ça va peut-être arriver, mais aujourd'hui, ce que vous dites est complètement irréel, puisque la baisse d'autofinancement est liée à 90% uniquement quasiment aux fluides et aux denrées alimentaires. Sans rajouter qu'on a quand même les 3,5 du point d'indice qui fait qu'on ne va pas avoir 350 000 € en année pleine, et que sur cette année, on n'en a eu que 175 000. Donc rien que là-dessus, au niveau personnel, on se reprend 175 000 €. Donc si j'additionne uniquement la crise énergétique et les décisions prises par l'État, on aurait peut-être même fait plus d'autofinancement. On a oublié de citer, parce que quand vous vous inquiétez pour les personnes qui sont en situation difficile, la Maison des Solidarités les travaux ont commencé, on va pouvoir accueillir donc les Restos du Cœur, le Secours Populaire dans des conditions vraiment optimales sur les anciens bâtiments des services techniques au niveau du Square de la République. Le montant des travaux pour cette Maison des Solidarités, 390 000 €. Donc c'est un autre gros projet qui a été omis d'être mis sur cette présentation, mais donc c'est un point important que je tenais à rappeler. Vous vouliez reprendre la parole? La fin des contrats PEC est une des raisons à laquelle nous, on pense que ça va diminuer. La fin des contrats PEC par l'État, je pense que l'État ne veut plus investir, il va avoir du mal à donner assez d'argent. Les contrats PEC, c'est pas qu'un investissement, c'est une aide aux personnes qui sont en difficulté, qui sont éloignées de l'emploi. Donc, certes, les collectivités territoriales vont toutes être impactées par cette décision, mais pas que les collectivités. Et moi, je trouve qu'il faut mettre plus en avant l'impact que ça va avoir sur nos personnes, et notamment les personnes fragilités. Et c'est pour ça que cette décision, elle est complètement... elle est malvenue, elle a mal été réfléchie. Il y a peut-être des secteurs géographiques où il n'y a peut-être plus d'intérêt d'avoir des PEC. Par contre, il existe des secteurs géographiques où il est important de continuer à aider ces personnes qui sont éloignées de l'emploi. Et en même temps, c'est vrai que ça nous permettait d'avoir aussi du personnel avec un investissement financier qui était moindre. Mais ça reste sur des marges qui sont limitées. Et aujourd'hui, on rappelle, les contrats aidés existent depuis plusieurs dizaines d'années. Qui pouvait prévoir qu'on allait supprimer ces contrats aidés qui existent depuis les TUC? Donc on va remonter à très longtemps. Et annoncer ça, à force d'annoncer qu'il va y avoir des baisses, ouais, c'est sûr que Nostradamus, il aurait pu le dire aussi. C'est sûr qu'à un moment donné, il y aura sûrement des baisses. Mais le ratio que l'on a par rapport aux aides financières de l'État, je ne suis pas là pour défendre l'État puisque je passe une motion contre une décision qui a été prise. Mais après, dire
qu'on a une grosse baisse des subventions, que ce soit de la DSU qui va être augmentée, de toute façon dans les chiffres ont été, et la DGF, au total des dotations classiques que l'on a sur les communes, aujourd'hui, compte tenu de notre situation spécifique et de la DSU, on n'est pas dans les collectivités qui sont les plus impactées par les prises de décision sur les aides de dotation aux communes. Donc votre réflexion là-dessus reste identique. Après, quand vous nous dites que depuis 15 ans, il n'y a toujours aucune création de richesse, vous avez quand même des petits problèmes de mémoire, parce qu'il y a 15 ans, c'était la friche Valorec que l'on avait, que ce soit ici à côté ou que ce soit sur les rives de l'Escaut. Les rives de l'Escaut, si c'est pas une richesse d'avoir une des meilleures écoles du monde sur notre territoire, si ça ne s'apporte pas de la richesse, je ne sais pas ce que ça rapporte. On a la Cité des Congrès qui est également sur ce site. On a la CCI qui a construit en face de Rubica, qui ont racheté donc des bâtiments pour mettre ceux qui sont dans une bulle spécifique de numérique pour avoir un accompagnement des jeunes qui terminent leur cursus. On a Altimance qui est sur le territoire, de renommée internationale. Ça, si c'est pas de la richesse, c'est sûr que c'est plus facile de ne trouver aucun élément positif et de dire que vous nous apportez le soutien, mais que vous êtes pas du tout en accord avec les différents choix de la majorité. Quand vous dites ça, je vais reprendre toutes les délibérations que l'on a passées depuis que vous êtes élu. Le nombre de délibérations que vous n'avez pas votées est relativement infime. Donc, et quand on vous demande si vous avez des choses particulières, vous me dites non, de toute façon, on ne doit pas en parler en conseil municipal. Mais si, l'Europe, c'est justement pour évoquer des choses que vous voudriez évoquer. Et vous nous dites à chaque fois, de toute façon, j'ai des idées, mais je ne les donnerai pas. Donc, on est en droit de se poser des questions sur les idées que vous avez, quoi. Sur le budget, une dernière question, monsieur. Bah, une question, non, parce que généralement, c'est pas une question, c'est toujours le même rituel que vous me donnez, c'est que vous allez annoncer qu'il y a une baisse des subventions. Mais... Dernière question pour monsieur Jamjam. Alors on passe au vote. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. Le conseil municipal est terminé. Je vous souhaite une bonne semaine, de bonnes fêtes de fin d'année. N'oubliez pas de signer, il y a des signatures, je pense. Yvan, il y a des signatures. Donc n'oubliez pas de signer avant de partir. Hein.